Merci à Barbe Noire de commanditer cet épisode. Barbenoire.com pour passer votre commande de viande fumée livrée partout au Québec. Dans cet épisode, je reçois Simon Servant, journaliste à la presse canadienne et collaborateur au TSLH Espoir, pour parler du championnat U18 qui se tient actuellement en Finlande. Et puis, on va parler du bilan des espoirs du CH dans la NCAA. Si vous aimez le podcast et que vous voulez du contenu exclusif du TSLH Espoir, abonnez-vous à notre Patreon à patreon.com/TSLH podcast. Vous avez des forfaits à partir de 2 $. 2 $, c'est pas beaucoup. C'est 24 piastres par année. C'est pas beaucoup, mais pour nous, ça fait une différence parce que ça nous permet d'offrir du contenu exclusif à nos membres. Pour 2 $, vous avez accès à tous les podcasts sans pub et d'avance. Vous avez accès aussi au guide du TSLH Espoir en avance sur tout le monde. Et puis, c'est aussi une façon d'encourager des créateurs de contenu qui font ça par passion puis qui veulent continuer de le faire de façon adéquate. On a aussi des forfaits à 4 $ d'entrée de gamme, si on veut, où on offre des scouting reports exclusifs à nos membres. Vous nous demandez d'observer un espoir de votre choix et on vous fournit un scouting report complet en fonction de nos analyses sur le joueur. Vous avez droit à un choix d'espoir par mois. Avec ce forfait à 4 $, vous avez accès aux enregistrements en direct du TSLH Podcast où vous pouvez poser vos questions pendant l'épisode. Vous avez accès aussi au guide d'avance, vous avez accès au podcast d'avance sans les pubs. Et puis, on a des forfaits aussi un petit peu plus élevés, mais qu'on offre du contenu exclusif encore plus. Le forfait Elite à 8 $ vous permet de mettre la main sur le guide du TSLH Espoir Deluxe. Donc, c'est le même guide qu'on vous offre, mais avec une extension sur les espoirs des Canadiens de Montréal. Donc, vraiment un guide de luxe pour les espoirs du repêchage 2024 et des analyses pour toute la saison pour les espoirs des Canadiens avec nos classements des meilleurs espoirs. Donc, si vous voulez avoir accès à ce guide-là de luxe, vous pouvez vous abonner au Patreon sur le forfait Élite d'ici le repêchage. Vous allez pouvoir avoir accès à ce guide-là. Vous avez, dans le forfait Élite, vous avez plus de choix d'espoir par mois. Donc, au lieu de un espoir par mois que vous nous demandez un scouting report, vous avez accès à 2 espoirs du repêchage et un espoir des Canadiens de Montréal qu'on observe pour vous et qu'on vous remet un scouting report privé selon vos commandes. Puis, on a d'autres forfaits aussi. Je vous invite à les consulter sur le Patreon de TSLH. Puis si vous ne pouvez pas encourager financièrement le projet de TSLH Espoir, TSLH Podcast, c'est bien correct. Pour vrai, on le comprend. De nos jours, on va gazer, on va à l'épicerie, puis ça nous coûte un rein, ça nous coûte un bras puis une jambe. On comprend ça que financièrement, des fois, ça peut être difficile. À 2 $ par mois, je vous dis que ça coûte 24 $ par année. Le 4 $, le forfait à 4 $, ça vous coûte 48 $ par année. C'est pas des grosses dépenses. Pour nous, ça nous aide. Mais pour vous, on comprend que c'est peut-être pas une option qui est possible. Mais il y a une façon d'aider le TSLH Podcast et c'est en participant sur les réseaux sociaux. C'est en écoutant le podcast puis en laissant un petit pouce sur YouTube. On a 6, 7, 8, 900, des fois 1000, des fois 2000 visionnements sur YouTube. Juste de lâcher un petit pouce pour nous dire que vous avez écouté le podcast. Un petit pouce sur la publication YouTube.
un petit commentaire pour dire que vous avez aimé, que vous avez peut-être moins aimé telle chose du podcast, pour nous laisser des questions. On va vous répondre dans les commentaires également. Ça, c'est une façon de placer le podcast dans les algorithmes des réseaux sociaux. Ça nous permet de rejoindre plus de personnes qui pourraient aimer notre contenu, qui pourraient aimer le contenu repêchage qu'on fait. On n'a pas une tribune incroyable au niveau des abonnements sur les réseaux sociaux, au niveau du statut de personnalité publique. On n'a pas ça. On est underground, on aime ça. Mais pour rejoindre les gens, ce qui peut nous aider justement, c'est de se promener sur les réseaux sociaux. Puis pour faire ça, lâche un petit commentaire, un petit pouce sur la vidéo YouTube. Ça nous aide énormément. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci d'aider le TSLH Podcast et le TSLH Espoir à produire du contenu de qualité, du contenu exclusif aussi pour les membres Patreon. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Bon épisode. Présentation de toutsurlehockey.com. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Aujourd'hui, un gros menu nous attend sur l'épisode parce que c'est le début du championnat mondial de hockey des moins de 18 ans, un tournoi qui est très très intéressant pour les espoirs du repêchage de la Ligue nationale. Beaucoup d'espoirs qui se produisent dans ce tournoi-là, puis c'est un peu la dernière chance, si on veut, pour certains espoirs de charmer les recruteurs avant l'élaboration des listes finales au niveau des équipes. Donc, c'est vraiment un tournoi intéressant pour le scouting. Évidemment, comme n'importe quel tournoi, c'est un facteur dans l'évaluation et non la finalité de l'évaluation. Pour l'épisode, je vais être rejoint de Simon Servant qui va venir jaser avec moi du championnat mondial de hockey des moins de 18 ans. Pascal n'est pas présent aujourd'hui pour l'épisode, malheureusement. Puis par la suite, on va enchaîner avec un petit bilan des espoirs du CH dans la NCAA pour ensuite parler de la défensive des Canadiens pour le prochain repêchage. Un petit mot en commençant, puis je rentre Simon dans la discussion tout de suite après. Je vous rappelle que pour la loterie du repêchage de la Ligue nationale, on va être en direct sur toutes nos plateformes. Donc sur YouTube, Twitter et Facebook également. Ce ne sera pas un live exclusif à Patreon, ça va être offert à tout le monde. Puis ce sera la même chose pour le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Le TSLH Podcast va être en direct pour la couverture de ces deux soirées-là. On prévoit avoir plusieurs personnes pour venir jaser espoir pour ces deux soirées-là. Donc, ça va être très intéressant pour les amateurs de prospect. Et puis, je vous rappelle de vous abonner à notre Patreon parce que non seulement on sort notre contenu de fin d'année sur le Patreon d'avance, mais il y a du contenu exclusif aussi au niveau du guide. Un guide Deluxe cette année est offert aux membres Patreon avec une section strictement sur les espoirs du CH. Puis cette année, on a décidé de faire tirer 2 guides version imprimée, des guides Deluxe. Donc ça va être les guides complets avec les espoirs du CH qui vont être tirés parmi nos membres Patreon. Donc visitez le patreon.com/TSLH podcast pour consulter nos forfaits. C'est à partir de 2$ les forfaits qu'on vous offre sur Patreon.
Jean Simon dans la discussion parce que notre premier sujet pour le podcast d'aujourd'hui, ça va être le championnat des U18. Simon, merci d'avoir répondu à l'invitation un peu à la dernière minute, mais merci, je suis bien content de t'avoir sur le podcast. Oui, une chance que je suis allé chez la coiffeuse tantôt parce que là, j'avais un peu de brou dans le toupette, là. Fait que c'est Ouais, ben, c'est ça. à ce temps-ci de l'année, on en a un petit peu de brou dans le toupette. Là. Au mois de mai, à écrire, mois de mai, mois de juin là, qui s'en viennent, c'est 2 gros mois à écrire nos quotes pour le guide. On a la job à travers ça. Fait que, ouais, c'est deux bons mois avec le tournoi qui s'ajoute en plus. Effectivement. Yes, très content de t'avoir sur le podcast. On va parler grosso modo du championnat mondial junior de U18, pardon, qui commençait aujourd'hui. On a eu une excellente prestation de Cole Eiserman. Je sens que tu vas vouloir nous en parler. Euh, Non. Je rappelle aux gens qui nous écoutent, l'an dernier, Canada qui termine en finale de bronze, remporte la bronze en fait. Et c'est les États-Unis qui ont gagné la médaille d'or contre la Suède. Simon, cette année, est-ce que tu crois que le top 3 va être similaire? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la Suède soit une formation aussi dominante que par les dernières années? Ben, je sais pas si dominante, ça va être le bon terme, mais je pense que c'est une équipe qui, à toutes les années, euh, va probablement se battre pour une médaille, comme c'est souvent le cas avec les États-Unis, avec le Canada aussi. Un peu dommage que la Russie soit pas là. Tu sais, d'habitude, c'était un peu le quatuor qu'on surveillait beaucoup. C'est sûr que la Finlande s'insère un peu là-dedans, mais je trouve qu'il y a moins d'espoir de qualité du côté de la Finlande que du côté de la Suède. Fait, là, j'ai pas exactement la façon dont ça peut procéder avec les groupes. Là. Je n'ai pas surveillé vraiment qui est dans quel groupe. Là. Je sais certaines équipes qui sont dans certains groupes, mais je m'attends peut-être à un genre de podium qui ressemble à ça, là, avec, avec les États-Unis, probablement encore une fois au sommet. Mais après, Canada-Suède, ça peut s'interchanger. Là. On le voit là, justement. Donc c'est ça. Dans le groupe des États-Unis, ça semble être un walk in the park. Et Quand après, même, ouais. après on verra ce que ça va donner pour le restant. Mais ouais, j'ai l'impression que le Canada, Suède, États-Unis, c'est encore le trio qui va faire la différence par rapport à ce tournoi-là. Ouais, parce que ceux qui regardent via YouTube, vous voyez les deux groupes à l'écran. Pour ceux en audio, en fait, les États-Unis sont dans un groupe avec la Finlande et la Slovaquie qui pourraient être comme deux formations intéressantes à suivre. Mais tu sais, la Slovaquie, malheureusement, n'ont pas vraiment la formation qu'on a eue dans les dernières années, tu sais, Ouais. avec les gros espoirs qu'on voit présentement en championnat mondial junior, quelques-uns dans la Ligue nationale aussi, pour ne pas nommer Juraj Slavkovski. Euh, Quand même, Luka Radivojevic à surveiller Ouais. du côté de la Slovaquie. C'est un défenseur très mobile, très explosif qui va être disponible pour le repêchage l'année prochaine. Fait que Top c'est vraiment 10. un... Comment? Top 10. Top 10, ouais. Déjà calé top 10. Spoiler, vous le verrez dans ma liste 2025. Effectivement. Ouais, ouais, c'est ça, j'ai pas commencé encore à dresser ma liste pour 2025, mais oui, c'est un joueur qui risque d'être classé assez haut et assez rapidement du Ouais. côté de la Slovaquie. Puis la Finlande, ben, encore une fois, une équipe personnellement que je trouve assez beige comme la Finlande nous habitue à toutes les années. Fait que les matchs peuvent aller d'un bord puis de l'autre. Comparativement au groupe du Canada, que je trouve que la Tchéquie ont quand même un bon petit club. La Suède aussi également, je trouve il y a moins de star power, mettons, que l'année passée, là, avec les Sandin Pelika et tout. Ouais. Melvin Firmstrom, Alphonse Frey, ça va être deux joueurs assurément à surveiller. Mais il ne faut pas négliger la Suisse. Du côté du bloc du Canada, avec des gars comme Leon Mowgli, Daniel Ostinkov, quelques espoirs quand même à surveiller là, du côté de la Suisse.
Ouais, on ne fonde pas beaucoup d'attentes Non, pour non, la c'est ça, tu Suisse, sais. mais sont jamais, c'est jamais gratuit quand même, la Suisse. Là. Il faut qu'ils t'en donnent un petit peu quand même pour ton petit change. Là. Non, c'est ça. J'ai hâte de voir du côté de la Suisse Christian Kirch, qui est un gardien de but que j'avais parlé dans mon top 10 des meilleurs gardiens. C'est un gars qui, au Five Nations contre les États-Unis, s'était fait percer solide. Puis, tu sais, dans sa ligue, était pas mauvais. Il y avait des belles choses à voir, mais quand tu voyais contre les États-Unis au Five Nations, contre des bons tirs de qualité et même de qualité élite, Ouais. c'était pas évident. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir dans le U18 justement s'il va être capable de monter d'une coche un petit peu, parce que c'est un gardien qui est quand même bien classé là, par la centrale de mémoire. Si on y va avec les deux grosses puissances, on fera pas le tour de tous les alignements, mais États-Unis-Canada, c'est pas mal les deux grosses puissances de ce tournoi-là. On va y aller sans nécessairement passer par joueur par joueur, mais à ton avis, si on regarde l'alignement canadien cette année, est-ce qu'on peut s'attendre à de meilleures performances que l'an passé? Puis généralement, est-ce que l'alignement est meilleur que l'année passée avec un Celebrini qui est en tête de liste l'année passée? Ben, tu sais, moi, je trouve que la formation du Canada cette année, elle est intéressante parce qu'il n'y a pas nécessairement, dans les joueurs admissibles au repêchage de 2024, il n'y a pas nécessairement les gros noms qu'on voit régulièrement dans ce tournoi-là. Tu sais, il y a eu par le passé Bedard, Wright, l'année passée Celebrini, Fantilli qui était là. Fantilli qui a joué aussi, je pense, le 2 ans, si je me souviens bien. Euh, fait, cette année, à part Iginla qui est très prisé, là, si vous voulez, c'est le gars de ce repêchage-là qui est peut-être classé le plus haut. Mais ce qui est le fun avec, avec cette équipe-là, c'est que beaucoup d'espoir de 2025 et même 2026, là, si on parle de McKenna. Puis je trouve ça intéressant, moi, de la part du Canada, d'avoir vraiment sélectionné ces gars-là pour vraiment leur donner aussi cette expérience-là. Puis ils ont du talent. Tu sais, McKenna, McQueen, Martone, Spence à l'attaque, c'est tous des gars qui sont probablement, ben en tout cas, mettons, proches du top 15, top 10 dans la plupart des cas. McKenna, first overall en 2026 probablement. Puis il y en a même à la défensive aussi avec Schaefer puis Aitchison. Fait, je trouve que c'est bien d'avoir cette expérience-là avec cette équipe-là. Des joueurs de talent, mais je pense que c'est plus des. Ça va plus être du travail un peu. Ça ne va pas nécessairement être des gars qui vont transporter l'équipe avec des points en malade. Puis à part peut-être McKenna qui est peut-être au-dessus de la mêlée un peu, même s'il est très jeune, mais ça va vraiment être un comité, encore une fois. Puis euh, j'aime l'équipe, mais je ne sais pas côté chimie si ça peut rivaliser évidemment avec les États-Unis qui jouent ensemble pendant toute l'année. Là. Il y a eu un premier match aujourd'hui du côté du Canada. Ouais. Puis j'avais hâte de te poser la question parce que moi, je ne l'ai pas regardé encore. Là. Je prévois faire les visionnements plus tard via notre plateforme pour closer ma liste. J'ai vu des commentaires sur Twitter disant que TJ Ginla, du moment qu'il est sur la patinoire, il se passe quelque chose, il est Ouais. électrisant. Mais j'ai vu d'autres commentaires disant, d'ailleurs, je pense que c'est un commentaire sur notre Patreon, disant que le match de TJ Ginla était un peu décevant aujourd'hui. Qu'on a comme un peu les deux versions. Fait que je suis curieux d'avoir ton avis sur la performance de TJ Ginla. Ben là, écoute, moi, je l'ai aux 2 tiers, là, parce que là, j'ai vu les 2 premières périodes, puis je n'ai pas vu la troisième période. Mais je trouvais que, en ce qui me concerne, je trouve que la première période, son trio a été quand même bon. En fait, Iginla, j'ai trouvé qu'il y avait eu une bonne première période. Amenait des rondelles au filet, il était quand même impliqué. Puis il jouait avec Ricci puis Luchenko. Luchenko qui est un gars quand même énergique aussi. Fait que c'était un trio, je trouvais, qui faisait du bon travail. Puis ensuite de ça, en deuxième période, ça s'est peut-être calmé un petit peu. Bon, là, il y a eu la pénalité aussi de 5 minutes
à McQueen qui a fait un peu, qui a comme changé un petit peu la dynamique du match. Fait peut-être en 2 temps du côté des Guin-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même. C'est un gars qui amène quelque chose. Quand il a la rondelle sur sa palette ou quand il est en échec avant ou peu importe, il y a quelque chose quand même qui se crée avec ce gars-là. Mais moi, de mon côté, puis c'est un peu ça qui me freine de le monter vraiment dans. Il y en a qui l'ont dans le top 5, puis 6-7 dans ce coin-là, mais c'est le talent, peut-être. J'aime son talent, mais je ne sais pas à quel point c'est si élite que ça comme talent. Je pense que c'est juste parce qu'il est bon dans plusieurs choses, plusieurs aspects du jeu. Puis je pense qu'on s'en était parlé en privé. C'était quand je disais que c'est un genre de couteau suisse de luxe. C'est que ce gars-là, tu peux le mettre dans plein de situations, puis il va être capable d'exceller. Mais en même temps, je ne vois pas en Higgin-là un gars de 85-90 points, mettons. Quelque chose qui mérite. Son talent élite, c'est vraiment son intensité, son cœur, sa façon dont il est toujours présent. Il y a toujours quelque chose qui se passe avec lui. C'est là que ça ressort. Puis je trouve que dans le match, là, c'est sûr que là, c'était le premier match, fait qu'on va voir, mais je trouve que ça a été un peu plus en 2 temps, mettons en deuxième période surtout. Là. TJ Ginla, il y a eu une solide progression là, depuis le début de la saison. C'est quand même indéniable. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis. La qualité élite de TJ Ginla, c'est-tu d'être un joueur tellement projetable dans la Ligue nationale que c'est ça, sa qualité élite? Je suis quand même d'accord là-dessus. Ma question pour toi, est-ce que justement sa progression à Ginla du début de l'année jusqu'à maintenant, est-ce qu'on s'approche un peu du plafond de ce qu'on pourrait voir de TJ Ginla dans la Ligue nationale? Est-ce qu'on frôle un peu le produit final de TJ Ginla? Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a toujours des petites choses à corriger puis à améliorer avec le temps, puis c'est correct. Mais en fait, de joueur en tant que tel, de qu'est-ce qu'il nous montre dans la WHL, puis qu'est-ce qu'on s'attend un peu de lui, le produit est quand même, il n'est pas fini, mais il est quand même proche d'être fini. Puis ça, c'est pas, pour moi, ça, c'est pas un défaut, là. Prenez pas ça hors contexte là, en disant qu'il peut pas s'améliorer ou quoi que ce soit. Oui, il va s'améliorer, puis il va améliorer certains aspects de son jeu. Puis je pense à un gars que j'aime beaucoup, moi, Brady Tkachuk. Brady Tkachuk, là, il s'est fait diminuer en 2018 par certaines personnes parce que là, on disait, ouais, ben là, il est déjà proche de son plafond, il est déjà le joueur qui était. Ouais, ben ça, c'est correct, sauf que imagine que tu as déjà cette version-là, puis tu lui donnes de l'expérience, tu lui donnes du coaching, ça va être exposant en deux, mettons. C'est le joueur qui était avec toute cette expérience-là, avec tout ce coaching-là, il passe à un autre niveau, veut pas. Fait que j'ai l'impression qu'il gagne là, c'est sûr que le côté énergique, le côté. Même, il y a un très bon lancer, il gagne là, il y a une bonne vision. C'est un bon fabricant de jeu aussi. Il y a un bon patin, il est bon en échec avant. Toutes ces qualités-là, on les voit. Puis je pense qu'il peut amener ça à un autre niveau. Mais le style de joueur, c'est ça. Là, tu le vois en ce moment, puis tu vas le voir dans la Ligue nationale, puis est-ce que tu vas voir quelque chose de bien différent parce qu'il est bon dans tout? Après, c'est d'amener ça au niveau élite qui est peut-être la coche qu'il va devoir prendre, qui est peut-être plus difficile à prendre. Mais, il est là dans un top 10, là, il n'y a rien de scandaleux là-dedans, tant qu'à moi. Là. C'est un très bon joueur de hockey qui s'insère pratiquement. Mais dans toutes les équipes, il va s'insérer, TJ Ginla. Aucun doute là-dessus. C'est le genre de joueur que le profil ne changera pas du tout au tout quand il va arriver dans la Ligue nationale. Tu en as des fois que sont repêchés dans la Ligue nationale à leur repêchage amateur, puis c'était des grands producteurs de points dans le junior, puis soudainement, ils arrivent dans le show, puis là, ben, il faut qu'ils apprennent à être des gars de troisième trio, puis tout. Mais tu sais, Egan, là, c'est ça, c'est what you see is what you get, dans le fond. Mais un peu, puis là, c'est vraiment pas une comparaison, là. Mais tu sais, Lane Hudson, le profil qu'on avait à son année repêchage, tout ce qui restait à voir, c'était est-ce qu'il est capable d'être ce profil-là dans la NCAA, puis est-ce qu'il est capable d'avoir ce profil-là dans la Ligue nationale. Mais le profil en soi reste le même.
Je pense que TJ Ginla peut rentrer quand même dans cette définition-là. C'est pas une comparaison entre les deux joueurs, il faut le rappeler. Exact. Exact, c'est ça. Puis c'est la raison un peu pourquoi, rapidement, que je ne sais pas à quel point Iginla peut aller chercher de la haute production de points parce que, étant donné sa qualité un peu partout sur la glace, si, mettons, ça fonctionne un petit peu moins côté offensif, tu peux lui donner un rôle différent qui n'est pas de production de points. Puis là, des fois, c'est dans ces moments-là, tu peux tomber un peu dans la craque, quand il y a beaucoup d'espoir. Puis t'en as qui deviennent des grands producteurs de points. Puis que là, tu as Higuin qui devient un gars de deuxième trio, ce qui est excellent aussi. Là. Mais tu sais, ça diminue un peu ton rôle. Puis à ce moment-là, des fois, c'est un peu plus difficile à atteindre un plafond élevé, surtout quand tu t'attends peut-être à du 85-90 points. Mais c'est ça. Encore une fois, je pense qu'on l'aime tous, TJ Ginla, puis c'est un espoir que peu importe l'équipe qui va le repêcher, les partisans vont. En tout cas, ils devraient être contents. Là. Nous, on va l'être, peu importe ce qui arrive dans son cas. C'est un espoir qu'on aime beaucoup. Je regarde l'alignement du Canada. Je regarde surtout l'utilisation des joueurs. Est-ce que, tu sais, on parle d'un Higgin là, mettons, que son profil reste le même. Tu sais, je pense pas que le championnat U18 va changer quelque chose au niveau de son rang de sélection. Tu sais, je disais d'entrée de jeu que c'est un tournoi quand même important pour les espoirs, pour faire une dernière audition avant le repêchage. Certains joueurs du Canada auraient pu bénéficier de cette audition-là. Tu sais, je pense à un Ryder Ritchie, mettons, que moi, personnellement, j'ai pas aimé ses séries, ça n'a pas très bien été, aurait pu bénéficier justement du 18. Là, je regarde, il est utilisé 11 minutes dans le premier match, puis c'est pas un gars que tu vas nécessairement utiliser sur tes deux derniers trios. Tu sais, c'est un gars qui est beaucoup offensif. Un gars comme Liam Greentree qui a joué 7 minutes dans le premier match. Penses-tu justement que ce tournoi-là, c'est un couteau à double tranchant, ça pourrait peut-être nuire au rang de sélection de des joueurs comme ça? J'espère pas, là. J'espère pas que. Tu sais, on a souvent le fameux recency bias, là, puis on a toujours l'impression que il y a des gars qui vont. Puis pas nous personnellement, mais tu sais, on constate des fois dans des listes que ce tournoi-là fait monter des joueurs de 12 rangs, puis il fait baisser des gars de 10 rangs. Puis si tu les as regardés pendant toute la saison, tu vois un peu le profil. Fait que tout ce que tu as besoin de voir, c'est avec l'occasion qu'ils ont, est-ce qu'ils sont capables de ressortir dans ce tournoi-là. Mais tu sais que Greentree, c'est sûr que Greentree, mettons, on pense, lui en particulier, c'est un gars qui, je pense qu'il était sur la pente ascendante de son côté, Greentree, dans les listes. Puis d'avoir un tournoi où est-ce qu'il ne joue pas beaucoup, qui ne récolte pas tant de points, je ne sais pas à quel point ça va vraiment déranger. Ou est-ce que Richie, ou est-ce que peut-être lui était sur la pente descendante, puis comme tu dis, il n'y a pas eu des solides séries. C'est là peut-être que ça devient un petit peu plus intéressant. Ben, en fait, peut-être plus frustrant pour des gars comme ça, parce que là, ils veulent absolument, de leur côté, ils veulent absolument se faire valoir, puis ils n'ont pas nécessairement les occasions pour le faire. Puis, tu sais, on parle de Richie, mais c'est un peu la même chose avec Maxime Massé. Là. Maxime Massé, il a joué très peu aujourd'hui. Puis, c'en est un aussi qui. Tu sais, les séries avec les Saguenay, ça a été quand même bon, mais là, si tu veux laisser une dernière carte de visite intéressante puis que tu ne joues pas beaucoup, des fois, c'est dur. Puis si tu as d'autres gars qui en profitent un peu, ben, c'est peut-être quelques rangs qui vont changer, mais moi, je ne vois pas personne là-dedans prendre des shit incroyables ou des ascensions incroyables quand tout le body of work de la saison, il était devant nous. Là. Si tu avais TJ Ginla 24, puis là, tout à coup, il devient 7 à cause de ce tournoi-là, ben, c'est parce qu'il y a un travail en amont qui n'a peut-être pas été fait. C'est un peu là où moi, je suis peut-être pas d'accord avec le fait que ce tournoi-là, c'est du make or break pour plusieurs joueurs. Je pense que ça aide un peu ou ça nuit un petit peu dans certains cas, mais pas assez pour vraiment te
de faire des gringolades incroyables ou des ascensions incroyables. Là. Fait que dans le cas de Green Tree, puis Massey, puis Ricci, c'est des gars qui... moi, j'aime beaucoup Van Acker. Il n'a presque pas joué non plus. Puis, c'est correct. C'est sûr, j'aimerais les voir un peu plus, mais mon classement de ces joueurs-là ne va pas nécessairement être affecté par ce qui se passe dans ce tournoi-là. Une des histoires, moi, que je vais surveiller, c'est assurément dans le filet. Tu sais, t'as un Carter George qui a donné 3 buts contre la Suède aujourd'hui. J'ai pas regardé le match, fait que tu sais, je sais pas si ça a bien été dans son cas. Mais tu sais, t'as un gars en arrière de lui, Ryerson Linders, que il s'est blessé pendant les séries. J'ose croire qu'il est rétabli. C'était une blessure mineure. Mais en arrière, comme troisième, tu as Jake Ivankovic qui est dans le fond l'auxiliaire à Linders. En Ouais, fait, qui est devenu le numéro 1 à la place de Linders à la exact. fin de la saison. Linders qui a pris une bonne débarque dans les listes, là, honnêtement. Puis tu sais, j'en ai parlé pas mal pendant la saison jusqu'à mon top 10 des meilleurs gardiens. Puis, tu sais, la centrale l'a beaucoup baissé. Elite Prospect, l'avant-première ronde, ont beaucoup baissé aussi. Ouais. Tu sais, très fort en début de saison. Pas de progression pendant l'année. Même, ça a régressé dans son positionnement dans la hiérarchie. Fait que, tu sais, avec 3 buts contre la Suède, Carter George, est-ce qu'on va décider d'y aller avec Linders dans le prochain match? Je pense que lui, il va justement saisir cette occasion-là pour laisser une belle carte de visite aux recruteurs là-bas. Là. Ouais, puis j'ai l'impression que de toute façon, ça faisait partie un peu peut-être du programme du Canada de vraiment utiliser peut-être George comme numéro 1, mais Linders va probablement embarquer dans un match ou deux enfin, au début du tournoi. Puis ensuite de ça, ben, on va y aller avec celui en qui on a peut-être plus de confiance. Là. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'est quelque chose on va devoir surveiller pour cette bataille-là devant le filet. Là. Parce que Carter George, c'en est un aussi qui est dans les listes au début de l'année, il y avait eu un bon début de saison, puis finalement, ça aussi, ça a stagné un petit peu de son côté, puis c'est correct, là, mais les gardiens cette année, c'est un peu moins fort que l'année passée. Fait que, l'année passée, on avait beaucoup de plaisir à surveiller les gardiens. Là, cette année, là, c'est un peu plus shaky, mettons. Là. Ben, c'est que la différence entre le premier, mettons, puis le 10e dans un top 10 des gardiens n'est pas si énorme que ça, versus l'année passée que Ouais. tu avais quelques gars que tu pouvais peut-être projeter en première ronde ou début deuxième. T'sais, là, j'ai l'impression qu'à partir de la milieu deuxième ronde, on va prendre des gardiens pour être sûr que on ait un de quand même solide, mais du moment qu'il va en avoir un qui va sortir, ça va débouler parce que justement, le potentiel est tellement proche que on va vouloir sauter là-dessus. Là. Fait que, mais il n'y a pas de gardien élite cette année. Fait que, ça va être bien intéressant à suivre. On a une question d'un de nos membres Patreon, Guillaume Villeneuve, avant d'embarquer sur la formation américaine. Je trouve ça intéressant comme question. Est-ce que vous avez le U18 en plus haute estime pour dresser nos listes, j'imagine, qu'une longue run en série ou une participation à la Coupe Memorial? Moi, personnellement, je suis un très, très grand fan des séries, de la CHL surtout, parce que c'est un format qui est long, qui est compliqué, qui s'apparente à la Ligue nationale. Donc, il y a beaucoup de matchs, du voyagement. Euh, pour moi, personnellement, les séries, ça a plus de valeur que le U18. Puis le U18, ça l'a baissé un petit peu dernièrement aussi à cause que les Russes sont pas là. Donc, tu sais, pour moi, puis ça enlève rien au tournoi. Je pense que c'est un super tournoi. J'adore regarder ça. On l'aime tous, ce tournoi-là. Puis on aime ça, avoir le dernier look pour les joueurs. Mais je pense que les séries, surtout même quand tu as des gars en ce moment là, qui sont en demi-finale dans la CHL, puis il y en a qui vont aller, comme tu mentionnes, au tournoi de la Coupe Memorial. Ça, là, c'est très important, c'est très gros. Plus il y a de la tension, plus il y a des matchs à haute tension, plus c'est physique, plus c'est serré, plus que tu revois des joueurs sortir du lot. Puis dans le tournoi du 18, c'est que des fois, tu vas avoir un match contre la Norvège.
Puis, mettons que le niveau d'intensité, il est pas là. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. Fait que pour moi, la run de série, les séries en général, surtout de la CHL, très, très important. Moi, j'accorde beaucoup d'importance là-dedans. C'est là que peut-être qu'il va y avoir des mouvements, moi, sur ma liste, des 4-5 rangs qui vont baisser, monter à cause de ça. Alors que l'U18, des fois, c'est juste un petit tune-up de liste, là, tu sais, un rang, deux rangs, des fois, à cause d'un gars qui a un peu mieux fait. Fait que c'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est ça. C'est la run de série, puis la Coupe Memorial, c'est du gros stock pour moi. Je suis pas mal du même avis, je te dirais, parce que, tu sais, les séries, tu sais, un joueur de 17 ans, 18 ans qui joue bien en série, dans un contexte serré, dans un jeu plus physique, plus émotif, si on veut, contre des joueurs de 20 ans, je trouve ça plus représentatif que de performer contre des joueurs du même âge. Par contre, là où ce qu'on va donner une considération plus particulière, en tout cas de mon côté, au niveau du U18, c'est des gars, mettons, que sont condamnés un petit peu dans des rôles de troisième trio dans la CHL ou dans la USHL ou dans n'importe quelle ligue junior en Europe. Et puis que là, ils arrivent dans le U18, puis enfin sont placés dans une situation où leur offensive pourrait ressortir. Oui, il y a tout un contexte parce que produire offensivement contre des joueurs de ton âge, produire offensivement contre des plus vieux, il faut en tenir compte. Mais c'est un peu une évaluation qui est plaisante à voir pour justement ces gars-là qui ne sont pas placés dans des situations d'utilisation offensive. Puis là, enfin au U18, ils ont la chance d'être sur un premier trio, d'être sur un power play. Puis c'est là qu'on voit un petit peu les habiletés individuelles sortir. Fait que tu sais, est-ce que ça crée un énorme changement dans ma liste? Non, parce que, tu sais, je veux dire, oui, ça peut jouer de quelques rangs, mais ce sera pas une raison pour faire jumper un gars 40 à 20 parce que contre les gars de son âge, il est capable d'être offensif. Tu sais, dans mon évaluation finale, au moins, je vais être capable de venir expliquer que ben, ce gars-là, contre les joueurs de son âge, il est capable d'offrir de l'offensive, mais contre les plus vieux, présentement, dans sa courbe de progression, il en est à jouer sur un troisième trio avec une offensive anémique, mais il est capable de faire les petites choses, il est capable d'aller dans le coin, faire de l'échec avant. Fait que ça donne un in pour l'année prochaine, dans le contexte où son offensive pourrait ressortir contre des plus vieux, ben, c'est parce qu'on va l'avoir vu aussi dans le U18. Fait que, c'est ça, oui, c'est un, comme je disais en début d'épisode, c'est un facteur parmi tant d'autres, ce tournoi-là, mais c'est pas un game changer incroyable pour une liste là, finale. Non, c'est ça. Team USA, puis Simon, tu me fais signe, hein, je sais que t'es comme dans ton emploi du temps, t'es on the clock, mais on oui. the clock, là, mais tu me fais signe, hein, si faut que tu quittes, il n'y a pas de stress, fais juste me faire un petit bail, là, puis on continuera par la suite. Donc, c'est ça, équipe américaine, grosse performance aujourd'hui contre la Slovaquie, qui est une formation quelque peu décevante comparativement aux dernières années. Tour du chapeau de Cole Iserman. Ouais, tranquille, tranquille. Tranquille. Petite performance tranquille, là. Mais écoute, je peux même pas commencer à parler de Cole Iserman parce qu'on n'en verra pas le bout. Mais j'étais quand même content de le voir produire. C'est sûr que c'est le temps pour lui de. Il va pister un peu. Là. Il va aller marquer 10-12 buts dans ce tournoi-là, probablement. Puis là, peut-être qu'il y en a justement, comme on parlait tantôt, peut-être qu'il y en a qui vont le ramener là, dans des discussions de top 10. Là. Parce que là, maintenant, c'est plus une question de top 5 dans certains cas. Là. C'est question de top. Est-ce qu'il va être dans le top 20? Là? C'est ça la discussion. Mais ouais, ça, j'étais content de le voir produire. Puis de faire qu'est-ce qu'il a fait toute l'année. Quand il y a eu des occasions près du filet, il les a mis dedans. Il a montré qu'il était capable aussi d'alimenter des coéquipiers, il était capable le but en fait, le but qu'il a fait, mais qui est le résultat d'un tir raté de Plante, c'est lui, là, en entrée de zone.
il a fait en semblant. En fait, il a vendu son tir jusqu'à la dernière seconde, passe ça de l'autre côté. Puis là, bon, là, on nous a dit tantôt que la passe n'était pas précise, là, mais bon, elle était en avant, elle était sur le revers. Le joueur a pu continuer à faire sa progression. Puis ensuite de ça, continue d'aller au filet. Puis la rondelle, que Plante rate son tir ou non, si le gardien fait l'arrêt, il est là. Puis il n'était pas tout seul, il y avait un autre joueur aussi qui était là qui fonçait en même temps. Enfin, c'est ça. Je pense que c'est juste ça du côté d'Yzerman. Puis, de mentionner aussi que, comme on parlait tantôt des Ginla, il y a des choses qui vont s'améliorer naturellement. Puis il y a des choses qu'on voit déjà de Ginla. Puis Yzerman, c'est la même chose. Ce prototype de marqueur-là, il est là. Puis il va améliorer d'autres affaires. Puis il ne gagnera pas le Selkie, mais c'est ça. C'est des choses qui sont corrigeables et améliorables. Ouais, c'est ça. On a souvent fait le tour là, concernant notre philosophie autour d'Yzerman. Moi, tu sais, encore une fois, j'ai pas regardé le match, mais j'ai vu quelques vidéos de ses buts, puis j'étais bien content de voir qu'il y a 2 de ses buts que j'ai vus que c'était très proche du filet. Ramassait, tu sais. Ça me fait rire parce qu'il y a une des vidéos, la description, ça disait c'est pas le but le plus sexy de Cole Yzerman, mais encore un but. Oui, mais c'est ça aussi. C'est ça. Il fait pas juste des buts sexy, il fait pas juste des one-timers, puis il fait pas juste des bins dans le top. Il est capable d'aller récupérer puis de terminer ses actions au filet, puis il l'a montré à 2 reprises dans ce match-là. Puis c'est ça, ce que je trouve un petit peu absurde, puis c'est ce qui vient un peu expliquer la dynamique autour de Cole Yzerman. C'est en tout respect au commentaire qui a été fait, mais de commencer à dire que la passe était pas si bonne que ça sur le tir manqué de Plante. T'sais, premièrement, des passes manquées dans un match, il y en a énormément. Puis deuxièmement, la passe suivait une manœuvre quand même très, très intelligente d'Yzerman. Il a déjoué le défenseur, il a fait sa passe dans la même exécution pour en plus aller terminer au filet. Je veux dire, quand tu regardes le jeu dans l'ensemble, c'était un très beau jeu. Là, quand on commence à dire la passe n'était pas si belle, honnêtement, il n'y a pas grand joueur à la limite qui aurait possiblement réussi cette passe-là. Fait que, je veux dire, si James Higgins avait raté cette passe-là, est-ce qu'on aurait été aussi fâché? Moi, je pense pas. Là, fait que ça vient dans la surévaluation, la suranalyse de Yzerman parce que il est bon au point qu'on doit lui chercher, on doit lui trouver des points négatifs. Là. Mais tu sais, c'est comme quand on a eu ces débats-là, des fois avec Saint-Lô et tout ça. Ouais, mais il ramasse, mettons, on parlait de Matthew Savoy, ouais, mais il ramasse la moitié de ses points en avantage numérique. Ah, mais la POC est-tu dans le net ou elle n'est pas dans le net? D'un coup qui est dans le net, d'un coup qui change de cadran, là, puis qui met ton numéro, il faut augmenter ton chiffre, là. C'est ça le but, là. Qui ramasse 100 points d'avantage numérique, ça ne change rien dans notre vie, là. Regardez, là, tu sais, je compare pas, là, puis je ferme la parenthèse là-dessus, mais Kucherov, là, il a ramassé, je pense, 60 points en avantage numérique cette année, là. Et il a fini l'année avec 140 quelques points. C'est juste que c'est correct. Là. Je pense qu'on peut accepter le fait qu'il ait 60 points en power play puis qu'il a aidé son club à gagner. Alors, c'est ça. Des fois, c'est ça. Mais tu sais, c'est correct. C'est l'évaluation des gens. Puis, c'est ça. Moi, il est deuxième sur ma liste, il va rester deuxième. Fait que, regarde, qu'il fasse 42 buts dans le tournoi, ça ne change rien dans ma vie. Il va être deuxième, puis on s'en reparlera dans quelques années. C'est simple de même. C'est correct. Voilà. Guillaume Villeneuve qui nous repose une bonne question. C'est selon toi, là, moi, j'ai pas scouté Oliver Wahlstrom. Fait que je l'attends tout le temps, celle-là de Wahlstrom. C'est quoi la grosse différence entre Cole Yzerman et Oliver Wahlstrom? Oliver Wahlstrom, c'était un gars qui était très périphérie, qui était périphérie. Il n'y avait pas les mêmes actions au filet, il n'y avait pas les mêmes finitions au filet. Moins impliqué à aller vers l'enclave, vers le contact, vers là où ça fait un peu plus mal. Puis, c'était juste là que Yzerman vient ramasser du galon. Puis, tu sais, on parle de Wahlstrom, puis je vais même rajouter Cole Caulfield dans la discussion.
Cole Caulfield, là, les buts qu'il a marqués, puis là, j'exclus vraiment les fast breaks puis les jeux rapides vers le filet avec Hughes, avec Zegras dans le temps, puis peu importe. Là. Vraiment, les buts francs, marqués vraiment avec une passe de transversale, une passe où est-ce que le jeu est installé, il était en périphérie, Cole Caulfield. Puis, encore une fois, c'est pas un problème. Le fait qu'il soit en périphérie, c'est correct. Mais la différence qu'on voit en ce moment de Cole Caulfield, c'est que là, je ne m'attends pas à ce que Caulfield il marque 50 buts parce que dans l'enclave, c'est là que c'est tough pour lui, pour un gars de ce gabarit-là. Mais il va peut-être en poter 35-40, pareil, ce qui est excellent. Mais Yzerman, c'est qu'en plus de poter ces buts-là de périphérie, de tir sur réception, du haut des cercles, et ainsi de suite, quand il s'en vient, quand il lit le jeu, puis là, il s'en vient comme un petit serpent, puis là, il s'en vient se positionner dans l'enclave, alors qu'il y a des joueurs de l'autre équipe alentour de lui. Là. Il y a des gars qui sont là. Mais lui, il s'en vient juste se blottir aux bons endroits. La passe arrive, bang, elle est sortie. La rondelle est sortie du bâton. Puis là, elle s'en va dans le filet, ou c'est un tir de qualité, peu importe. C'est là la différence. C'est juste ça. Puis Wahlstrom, on parle beaucoup de Yzerman, on dit qu'il ne se crée pas d'occasion par lui-même. Puis, dans un sens, c'est vrai. Si on va en revenir, là, des occasions par nous-mêmes, là, j'en parle dans le guide. Là, combien de fois dans la Ligue nationale, tu vois des gars se créer des occasions par eux-mêmes, là, avec leur vitesse, puis sur le fast break, tout ça. Là. Ça n'arrive pas 40 fois dans une game. Là, ça arrive 3, 4, 5 fois. Un Celebrini qui a de le faire, puis j'en parle justement dans le guide. Yzerman, c'est que oui, quand il n'y a pas la tête à dire je vais amener ça au filet coûte que coûte, il est quand même capable de travailler, il est quand même capable de se blottir derrière les défenseurs, il a quand même une bonne vitesse, il est capable d'aller en échapper, il est capable d'utiliser ses coéquipiers, d'arriver en deuxième vague. Tu sais, c'est des choses qui sont... Wahlstrom, il le faisait, mais je trouve qu'il ne le faisait pas à cette qualité-là du côté de Yzerman. Enfin, puis, tu sais, on en a souvent parlé là, sur Twitter. Il y a des gens qui nous ont dit ouais, c'est un Mike Hoffman, c'est un Wahlstrom, c'est. Mais encore une fois, regardez Mike Hoffman où il marque ses buts. Là. Il n'a pas le nez dans la cuisine, là, Mike Hoffman. Là. Il reçoit ses buts, il reçoit des tirs de qualité, c'est des one-timers, c'est des tirs sur réception. Puis c'est correct. Là. Tu peux marquer tes buts de n'importe quelle façon. Là. Gallagher a marqué 30 buts avec ses dents, puis son patin, tout ça. C'est correct. Là. Il est dedans. Mais quand on parle d'opportunité de marquer, c'est là que ça diffère un peu. C'est que des fois, tu ne vas pas avoir ces mêmes opportunités-là. Puis est-ce que tu peux matérialiser ça d'une certaine façon? Puis je pense qu'Yzerman, la façon dont il se promène, puis il lit le jeu, puis qu'il arrive toujours au bon moment, il saute. Je ne sais pas si tu te souviens, là, je ne sais pas si tu as joué à Pokémon là, dans le temps au Game Boy. Là. Un moment donné, tu es à vélo là, sur la route, là, puis là, tout à coup, tu passes dans du gazon, puis là, il y a un trainer qui vient te voir, puis là, il dit yo, là, on va se battre, moi, puis toi. Ben là, Yzerman, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il n'est plus là, puis là, il est dans le milieu, puis là, la passe, elle arrive, puis bang. Puis, c'est juste ça qui se transpose plus dans la Ligue nationale, à mon avis. Au-delà, évidemment, de son tir qui bat le gardien de la ligne bleue. Là. Il est capable de battre les gardiens clean de la ligne bleue. Là. C'est ironique, pareil, parce que, ça reste les deux meilleurs marqueurs de l'histoire dans le programme, en Cole Caulfield puis en Cole Yzerman. Puis c'est quand même ironique de dire de Cole Caulfield, hey, lui, là, il y a plusieurs partisans là, qui disaient ça, puis qui le disent encore. Hey, Cole Caulfield, c'est un marqueur de 40-50 buts dans la Ligue nationale. Là. Puis là, on avait beau dire, ouais, mais il va falloir qu'il soit encore plus élite en périphérie parce que c'est là qu'il joue, puis il n'y a pas un gros gabarit, puis non, c'est un marqueur de 40-50 buts. Pas de trouble. Mais là, cette année, c'est un petit peu plus dur. Il y avait de la misère à rentrer au centre, puis là, je ne l'invente pas, c'est Martin Saint-Louis qui l'a dit. Cole Caulfield, il faut qu'il rentre au centre. Il a appris à le faire, mais il y a une baisse de production qui vient avec ça parce que son gabarit le limite quand même. Puis là, tu as un gars en Cole Yzerman que lui, non seulement il a le gabarit pour le faire, mais il démontre déjà qu'il peut le faire, mais on n'est aucunement capable, probablement dans les mêmes personnes, aucunement capable de dire que Cole Yzerman, c'est un marqueur de 40-50 buts dans la Ligue nationale. Ouais. Fait que là, c'est quand même... Moi, en tout cas, je trouve ça quand même ironique, pareil, là, comme évaluation, mais écoute, c'est
C'est ça. Sais-tu qu'est-ce qui est le fun avec Caulfield, par exemple, puis on en a parlé quelques fois, c'est qu'il a appris à développer de la tromperie avec son tir. Parce qu'il le faisait avec les Badgers. Il utilisait le fait que c'est un bon sniper pour remettre ça à des coéquipiers. Puis il l'a fait cette année avec le Canadien, puis c'est correct. Puis Yzerman, c'est ça aussi qu'il va devoir amener à un autre niveau. Puis en fait, il le fait déjà un peu, mais continuer à améliorer ça, à progresser de ce côté-là. Puis ça, c'est quelque chose que, pour revenir à Wallstrom, Wallstrom, il n'a pas été capable de faire ça non plus. Puis il n'a pas été capable non plus de justement de rentrer au centre, même si c'était pas un petit gabarit. C'était un gars qui avait quand même une bonne shape, là, un 6 pieds 200, même chose. Puis moi, je l'adorais, Wallstrom, là, je l'avais sixième là, sur ma liste. Là. Fait que, ça se peut que ça arrive la même chose avec Cole Yzerman. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais en fait, moi, je ne le crois pas. Mais c'est juste pour dire, marquer des buts, c'est tough, mais à un moment donné, il y a un dénominateur commun quand même dans les marqueurs constants dans la Ligue nationale. Puis oui, tu as le tir, oui, tu as la façon dont tu te présentes dans l'enclave ou près du filet, oui, tu as la façon dont tu utilises tes coéquipiers ou que tu te places pour tes coéquipiers, oui, tu as l'avantage numérique, il y a beaucoup de choses, mais des gars qui marquent 50 buts dans la Ligue nationale, oui, ils ont du talent, mais il n'y a pas nécessairement la recette secrète. Pasternak, là, il la met dans le net parce que oui, il est proche du filet. Matthews, il la met dans le net parce qu'il est proche du filet. McJesus, l'année passée, a marqué 60 buts. Là. Qu'est-ce qu'il faisait, McDavid? Là? Il coupait au centre, il utilisait sa vitesse. Là, cette année, il a décidé de dire ben là, j'ai fait ma job l'année passée pour les buts, je vais décider d'aller ramasser 100 assists à la place. Fait que, il s'est mis à feeder complètement Zach Hyman. Puis Zach Hyman, hey, qu'est-ce qui arrive avec Zach Hyman? Il score 54 buts, il y en a 50 qui est la face dans la cuisine. Tu sais, c'est juste ça. Des fois, là, c'est pas plus compliqué que ça, le hockey. Hein? Puis GF Hull, tu le sais, le Rocket, il l'a dit combien de fois, GF Hull? Les buts, ça se marque près du filet. Fait que, il faut que tu ailles là. Puis Wallstrom, il ne le faisait pas. Caulfield, il le fait un peu moins, mais il n'a pas le gabarit pour nécessairement être dominant. Yzerman, il le fait. C'est là la différence selon moi. C'est d'ailleurs, tu parles de JF Hull, mais c'est d'ailleurs ce qui a sorti Joshua Roy de sa léthargie cette saison, c'est d'attaquer un peu plus le filet au lieu de rester en périphérie, puis d'être un peu observateur avec la rondelle, puis de trouver le jeu parfait. Josh Roy a sorti de sa léthargie comme ça. Fait que c'est ça. C'est là où ce que les buts se marquent dans la Ligue nationale, puis déjà d'être capable de le faire en bas âge puis à bas niveau, ben c'est déjà encourageant. Un petit point du côté des Américains, Simon, je suis curieux de t'entendre là-dessus. U18, on a ajouté Trevor Conley dans la formation américaine. Ouais. À quoi s'attendre d'un joueur qui a passé la saison à être seul sur la patinoire, se retrouve maintenant avec l'élite américaine de son âge? Moi, je m'attends à. Les premiers matchs, peut-être, ça va être l'ajustement de jouer avec ces gars-là qui se connaissent déjà. Donc, peut-être qu'ils ont des patterns en tant que tels dans leur façon de jouer qui va faire en sorte que ça va être plus naturel des fois certains jeux. Puis là, lui, il arrive là-dedans, puis là, il va falloir juste qu'il comme peut-être dose certaines poussées avec la rondelle. Peut-être qu'il va devoir doser aussi le fait qu'il garde la rondelle sur la palette un peu plus. Mais en même temps, tu sais, là, aujourd'hui, il jouait avec Christian Humphries puis LG Mooney. Puis Mooney, c'est un gars pour 2025. Fait que c'est un trio un peu. C'est un genre de trio un peu hybride. Là. Mooney est très rapide, assez talentueux. Humphries, un bon gars quand même stable, two-way. Puis Conley, très offensif. Puis je trouvais que ça s'est bien déroulé. Je pense que tous ces gars-là, ils ont eu des occasions au filet. Ils ont eu des occasions de se faire valoir près du filet. Fait que, tu sais, j'ai pas détesté. En fait, j'ai pas détesté les Américains au complet. Là. Je pense que la 9-0, ça aurait été dur de le faire. Là. Mais moi, du côté de Conley, c'est encore une fois la même chose qu'on parlait. C'est pas un gars où je pense que son rang va être bien affecté par ce tournoi-là, en tout cas en ce qui me concerne. Mais je veux juste le voir vraiment bien bouncer avec ses coéquipiers. Tu sais, là, maintenant que tu as de l'aide un peu avec toi,
utilise tout le monde, utilise tes coéquipiers, puis c'est un bon passeur, Trevor Conley aussi. Là, il a une capacité à élever le jeu de ses coéquipiers, mais des fois, il ne le fait pas tout le temps. Des fois, il aime ça garder la rondelle avec lui, puis essayer de faire une feinte, 2 feintes, 3 feintes. Il y en a peut-être une de trop là-dedans. Des fois, ça fonctionne. Des fois, régulièrement, ça ne fonctionne pas. Fait que c'est ça, juste doser. Les gars, ils se connaissent déjà l'autre bord. Là. Toi, viens t'insérer dans cette équipe-là, viens blender avec ce qu'eux ont déjà fait pendant toute la saison. Puis je n'ai pas de misère à croire qu'il va aller ramasser beaucoup de points puis juste à avoir un certain impact dans cette équipe-là. Ouais, moi aussi, c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller, surtout dans le dosage, si on veut. Là, on l'a souvent dit dans la saison, Trevor Conley, c'est un gars qui aime beaucoup la possession de rondelles, puis il pouvait se le permettre dans son équipe parce qu'il était pas mal laissé à lui-même. Fait que là, ça va être de justement utiliser ses habiletés individuelles pour rendre son jeu collectif meilleur sur son trio. C'est vraiment quelque chose qui va être à surveiller de mon côté là, pendant ce tournoi-là. Du côté des Américains, c'est sûr il va y avoir quelques petites histoires à regarder. Qui va hériter du filet? Ben, Nicolas Kempf, Jack Parsons, ça s'est alterné pas mal pendant la saison. Ouais. Kempf, pas trop constant, mais personnellement, je le préfère à Parsons, pareil au niveau du potentiel. Pour ceux qui sont intéressés, je l'explique dans mon top 10 des gardiens de but. Puis il va y avoir aussi James Hagan qui est un solide espoir, mais pour l'année prochaine, qui risque d'être quand même la tête d'affiche de ce tournoi-là là, cette année. Là. Puis Hagan, ce qui est le fun avec lui aussi, c'est que là, il y a eu un peu de réticence là, par certaines personnes de le mettre premier aussi pour 2025. Enfin, ça va être intéressant de voir, il y a un peu de challenge en arrière de lui. Un peu, là, Celebrini, il y avait peut-être un peu de challenge au début, là, ça s'est dissipé pendant la saison, mais du côté de Higgins, il y a peut-être certains arguments pour juste solidifier peut-être le classement préliminaire, là. Mais il a connu un autre fort match, puis évidemment. Puis, son trio, c'est le trio qui roule depuis longtemps là, pour les Américains depuis plusieurs mois. Là, c'est avec Stiga puis Brody Zimmer. Puis Stiga, ça, c'en est un qui peut gagner. En fait, pas nécessairement qui peut gagner des points parce qu'il a fini la saison vraiment solide avec les Américains, mais de le voir encore une fois être impliqué avec la rondelle, impliqué en zone offensive. On voit de la créativité aussi, quelques petites passes un peu fancy, puis tout ça. Puis ça, on l'a vu aussi dans les matchs avec le programme. Enfin, c'est un gars qui, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas dans la première ronde, dont je fais partie, là, moi, il est juste sur le bord de. C'en est un peut-être qui peut peut-être monter de quelques rangs, peut-être creeper en première ronde. S'il y en a qui l'ont déjà en première ronde, ben, tant mieux. Il est déjà stable. Il va faire un bon travail, je pense, dans ce tournoi-là. Enfin, puis c'est quand ça va commencer à être à avoir de la pression, quand ça va commencer à être important, là, les matchs éliminatoires, tout ça, c'est là de voir à quel point ces gars-là vont élever le jeu. C'est surtout ça. Là. Parce que le programme, si on l'a suivi toute l'année, tu le sais, là, on connaît un peu le prototype de tous les joueurs. C'est juste là, encore une fois, sous pression, est-ce que tu es capable de livrer la marchandise? Puis ça, c'est pas juste à l'attaque, la def aussi. Là, Cole Hudson, c'en est un qui a un peu approuvé dans ce tournoi-là. Si, mettons, on parle pour deuxième ronde, peut-être, un gars comme E.J. Emery, là, c'en est un aussi là, qui doit vraiment solidifier son rôle de défenseur, qui est capable d'amener un peu d'attaque, mais qui est stable défensivement, qui est dur à affronter. C'est ce genre d'affaires-là qu'on peut voir comme histoire du côté des Américains dans ce tournoi-là. On parlait de James Hagan comme numéro 1 l'année prochaine, mais dans ce tournoi-là au U18, il y a vraiment plusieurs candidats au top 5, assurément.
On a Roger McQueen, Porter Martin du côté du Canada. Et puis, du côté des Américains, moi, c'est un grand défenseur droitier que j'adore avec le programme cette année. Moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur défenseur. Il est meilleur que Cole Hudson, à mon avis. Absolument. Top 5. Logan Hensler. Puis, tu sais, Logan Hensler, c'est parce que je regarde The Athletic ont sorti un top 28 pour l'année prochaine. Puis, présentement, il est deuxième. Là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il était dans le top 3. J'ai pas vu, mais ouais. Ouais, deuxième dans les yeux de Scott Wheeler. Fait que c'est. Moi, personnellement, tu me dis top 5, puis je suis pas mal sûr que quand je vais dresser ma liste pour l'année prochaine, que je vais mettre sur Twitter, il va être dans ces eaux-là. Là. Moi, j'aime vraiment beaucoup son profil. Un défenseur 6 pieds 2, droitier, offensif, capable d'être physique aussi, puis qui est mobile. Je veux dire, tout est là. J'ai ma liste d'en face, là, puis là, il est 5e en ce moment, mais il y a au moins un gars là-dedans qui est à risque. Là, fait que c'est ça. Fait que ça. Ouais, il y a une couple de gars à surveiller, mais tu sais, on parlait de Malcolm Spence tantôt, puis Matthew Schaefer, puis tout ça. Ça, c'est des gars aussi là, qui sont dans le Radivojevic, puis même du côté des Tchèques, là, tu sais, moi. J'avais Adam Beniak, pas du côté des Tchèques, mais oui, c'est ça. En fait, ouais, les Tchèques, Adam Beniak, ouais, c'est ça. Je me suis emmêlé dans mes pinceaux. Lui, il a joué dans l'Extraliga cette année aussi. Fait que pour un jeune qui est admissible au prochain repêchage, fait que c'est des gars là, qui sont intéressants à surveiller. Puis moi, du côté de la Suède, même Ish Wozniak, c'en est un, là. C'en est un jeune aussi qui est pas dans mon top 10, mais qui est quand même bon. Enfin, cette année, c'est vraiment le fun de voir ces gars-là aussi avoir un peu plus. On dirait que cette année, il y en a un peu plus des gars pour le repêchage suivant, 2025. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les gars surtout qui sont en haut de classement, là. Mais c'est ça, j'ai l'impression que il y en a un peu plus à surveiller cette année. Mais James Higgins, c'est ça. C'en est un qui a fini la saison en force, puis là, ben, commence le tournoi en force aussi. Fait que, tu sais, c'est une belle course déjà pour 2025. Là. Je suis curieux de t'entendre. Je te flippe la question assez rapidement, là, mais je suis curieux d'avoir ton opinion là-dessus. On parle de la République tchèque, de la Tchéquie, devrais-je dire. Cap-Breton qui prête Jakub Milota pour le tournoi en Ben, pleine série. écoute, ils n'en ont pas besoin. Ben, je pense. Là, Ben, tu sais, ils ont splitté 50-50 pareil, lui puis Ruccia du côté de Cap-Breton, là, mais quand même, c'est de la ben, ils ont rappelé un gardien du Midget 3A là, pour les séries. Là. mais les Eagles, eux autres, tu sais, peut-être qu'ils. Ben, en fait, c'est pas juste peut-être. Là. On le sait que les Eagles, c'est une équipe qui vise pour la suite des choses. En plus de ça, qu'ils viennent de ramasser le premier choix au total de la loterie. Fait que ça va bien dans ce temps-là. Fait que tu as déjà une bonne équipe. Puis tu as une équipe qui est déjà quand même assez bonne, puis qui est déjà rendue dans le corridor de la Q. Puis tu réussis à aller chercher le premier pick. Mais ouais, c'est ça. Je pense que les autres, ils sont pas nécessairement là dans leur développement. Fait que peut-être que pour eux, c'est plus avantageux de prêter un joueur comme ça. Puis là, il revient. Puis l'année prochaine, tu peux bâtir là-dessus ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, c'est particulier un peu. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais Louis Robitaille, c'est un fin renard. Là, fait que, il y a une raison derrière ça. Là. Je suis convaincu à 100%. Là, pour lui avoir parlé quelques fois, là, il est très intelligent. C'est un très bon dirigeant, très bon entraîneur. Fait que, il y a quelque chose qui se trame alentour de ça. Simon, toujours un plaisir de t'avoir sur le podcast, jaser d'espoir avec toi. Yes. Je te laisse à tes occupations. Puis nous, sur le pod, on va embarquer dans la deuxième portion de l'épisode qui va toucher les espoirs du CH en NCA. Merci beaucoup, Simon. J'espère que là, vous allez pas me tracher là, pour mes opinions ou mes prédictions de du U18. Là. Mais c'est ça.
On va juste sortir une quote là, très très hors contexte là, Ouais. qui va mettre le feu aux réseaux sociaux. Mais en short, là, quand tu vas être sur YouTube, mais en short, là, la comparaison que j'ai faite avec Pokémon sur Game Boy, là, tu vas voir que c'est de l'argent en banque, ça. Là. Tu vas avoir des milliers de views. Ouais, Alright, Simon, on s'en rejase. salut, là. Salut. Alright, deuxième partie de l'épisode. On passe en revue un petit peu les performances des espoirs du CH en NCAA. J'invite les gens en Patreon. Si vous avez des questions dans le live, n'hésitez pas. J'ai fait pas mal le tour dans les hebdos CH pendant la saison des performances des espoirs des Canadiens en NCAA. On va commencer d'abord avec Lane Hudson du côté de Boston University. On va enchaîner avec Luke Tuck, son coéquipier. Lane Hudson, cette saison, très bonne saison en général dans la NCAA. J'ai aimé sa prise de décision sans la rondelle. Je trouvais qu'il était constamment dans la face des adversaires. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte de le voir dans la Ligue nationale présentement parce que c'est vraiment quelque chose qui, on en a souvent parlé, on en a parlé avec Jess dans un plus récent épisode, euh, à quel point Lane Hudson va être capable d'être efficace sans la rondelle avec des joueurs de plus gros gabarit. Dans ses premiers matchs dans la Ligue nationale, ça ne m'a pas causé vraiment d'interrogation. C'est juste 2 matchs. Par contre, plusieurs batailles ratées le long des bandes. Fait que, oui, en prise de masse, ça va être important cet été. Mais grosso modo, dans la NCAA, j'ai vraiment aimé son jeu. Tu sais, j'en parlais dans le podcast avec Simon, dans la portion avec Simon, mais Lane Hudson, le profil qu'on a depuis son repêchage est sensiblement le même qu'on a eu en NCAA. Par contre, il y a eu une progression au niveau de l'âge, au niveau de l'adaptation à la NCAA. Puis maintenant, ben, on s'attend à voir cette transition-là vers le hockey professionnel être réussie du côté d'Hudson. Est-ce que ça va être la Ligue américaine? Est-ce que ça va être la NHL l'année prochaine? Ce sera à voir. Mais dans l'ensemble, très satisfait de la saison de Lane Hudson. C'était pas une surprise qu'il signe dans la Ligue nationale. C'était quelque chose qui était quand même attendu. Dans le cas de Luke Tuck, moi personnellement, les matchs que j'ai regardés de Boston University, j'ai été un petit peu déçu. Je sais qu'au début de la saison, on a reçu Kevin Dubé sur le podcast, puis il était allé voir les espoirs du Canadien évoluant dans la région de Boston. Puis, se disait emballé par le jeu de Luke Tuck, l'entraîneur était satisfait de son apport offensif et tout, mais moi, personnellement, j'ai trouvé que pour un joueur qui terminait son parcours universitaire, qui avait beaucoup d'expérience dans cette équipe-là, n'était pas toujours le joueur qui était en mesure de déborder des défenseurs avec son explosion. Oui, il a un bon coup de patin pour la Ligue américaine, supérieur à celui, exemple, de Florian Jacquet qui s'en vient avec le Rocket, qu'on l'a vu à la fin de la saison. Je pense que Luke Tuck, c'est un gars qui va s'adapter très rapidement au style de la Ligue américaine. Je pense que la NCAA lui rendait peut-être pas justice dans son profil de joueur. Je pense qu'il est capable d'apporter plus d'énergie que ce qu'il nous a montré en NCAA. On dirait que tout au long de son parcours dans la NCAA, il y avait une identité qui n'était pas claire dans le cas de Luke Tuck. Puis je pense que c'est Pascal qui en a parlé aussi dans un texte sur le site. L'identité de Luke Tuck, est-ce que c'est un power forward? Est-ce que c'est un gars qui se voit peut-être être un attaquant offensif? On dirait que c'est pas défini encore. Je pense que dans la Ligue américaine, grosso modo, ça va être un joueur qui va apporter de l'énergie sur un troisième trio, qui va devoir donner des mises en échec, qui va venir travailler dans l'enclave. C'est ce profil-là que je veux voir dans la Ligue américaine au sein du Rocket de Laval. Guillaume nous le dit en commentaire, là, mais
Luke Tuck sur un bottom six qu'on amène pour son énergie, puis croit être meilleur pro qu'un collégien. Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que la Ligue américaine va être un style de jeu qui va définir finalement l'identité de Luke Tuck dans sa progression au niveau du hockey professionnel. Maintenant, on poursuit avec Red Pitlick. L'attaquant au début de saison ne produisait pas tant que ça. Honnêtement, pour un joueur qui achève sa carrière universitaire, c'est un petit peu inquiétant lorsqu'on regardait sa production offensive. Par contre, c'était un des joueurs qui décochait le plus de tirs dans son équipe. Fait que c'est pas comme s'il essayait pas. Là. Il essayait vraiment beaucoup de marquer des buts, puis ça s'est corrigé pendant la saison. Somme toute, a connu une bonne campagne quand même dans la NCAA. Red Pitlick, moi, c'est un joueur que j'aimerais bien voir avec Laval. Je pense qu'il peut apporter son lot d'offensive quand même. C'est un gars qui possède un excellent tir. Il est quand même assez varié dans ses offensives également. À 23 ans, je pense qu'il serait quand même temps là, pour lui. Cette année, il a 19 buts en 39 matchs du côté du Minnesota. Je pense que là, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si Montréal va le signer. Je ne sais pas s'il y a des plans pour lui de l'amener dans la Ligue américaine et tout, parce que veut pas. Bientôt, il va y avoir une congestion au sein du Rocket de Laval. Fait que, va falloir faire des choix, mais moi, j'aimerais bien voir un prototype comme Red Pitlick, un marqueur de but naturel, un bon travaillant aussi. J'aimerais ça voir ce gars-là dans l'entourage canadien, du moins. Ligue américaine, peut-être East Coast, on ne le sait pas, mais j'aimerais ça qu'on lui donne une chance. Le prochain, Sam Harris. Sam Harris, c'est un joueur qu'on n'a pas nécessairement parlé beaucoup cette saison, puis avec raison. Là, c'est un choix lointain là, des Canadiens. Moi, je me souviens quand il était repêché, je suis allé voir quelques matchs de lui pour me faire une idée. Là, c'est qui Sam Harris, parce qu'on n'en a pas entendu parler à son année repêchage. C'était pas un gars qui était classé par beaucoup de listes. Ça demeure un choix de 5e ronde, 133e au total. 21 points en 42 matchs, 14 buts. Quand on regarde ses statistiques uniquement, on se dit il n'y a pas grand-chose d'impressionnant nécessairement. Mais ce qui est pertinent à amener dans le cas de Sam Harris, c'est qu'en début de saison, il était utilisé comme joueur de 3e trio. C'était vraiment un joueur de soutien parce que c'est une recrue au sein de l'université de Denver, qui est une université avec des joueurs expérimentés, puis c'est la meilleure formation au pays. C'est ceux qui ont gagné le Frozen Four cette année. Fait que, pour Sam Harris, c'était vraiment une classique saison recrue où il ne fallait pas s'attendre à grand-chose de sa part. Puis plus la saison avançait, plus Sam Harris avait un rôle défini en offensive du côté des Pioneers de Denver. Commence à avoir du jeu en avantage numérique, commence à marquer des buts également. Harris, il a un excellent tir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de foncer au filet puis de récupérer des rebonds. On l'a vu souvent travailler comme écran devant le gardien de but adverse. Ce qui devient quand même intéressant là, au niveau de son apport offensif et tout. Donc c'est ça, je trouve qu'il y a eu une très belle progression Sam Harris du côté de l'Université de Denver. Puis j'aime bien la question à Guillaume Villeneuve dans le chat. Penses-tu qu'on va le voir au championnat mondial junior l'année prochaine? C'est sûr que c'est parfois difficile à prédire du côté des Américains parce qu'on va souvent privilégier des joueurs qui sont dans le programme depuis longtemps. Le programme américain, les joueurs qui sont issus du programme américain sont souvent privilégiés pour l'équipe nationale, pour le championnat mondial junior. Mais je pense qu'il pourrait quand même avoir une invitation au camp parce qu'il peut avoir un apport vraiment spécifique. Sur l'avantage numérique devant le filet, il est excellent. Puis en plus, tu peux l'utiliser à l'aile
sur les côtés one-timers, sur une deuxième paire. Il possède un tir suffisant pour se démarquer dans cette position-là. Fait que, mais encore là, c'est ça, je trouve que les Américains ont une tendance à privilégier des joueurs issus du programme standard là, de développement. Puis Sam Harris, lui, ben, il s'est développé à Shattuck. Puis après ça, il s'est développé immédiatement dans la USHL. Il n'est pas passé par le programme de développement. Fait que ça va être à voir là, pour le championnat mondial junior. Luke Mittelstadt, Jake Smith, c'est pas des gars que j'ai porté attention cette année. Fait que je vous invite à aller voir leur rendement. Puis moi, je m'attends pas à voir ces gars-là être signés. Tout comme Blake Biondi. Blake Biondi, la seule chose que je peux me permettre de dire, c'est que après plusieurs années à Minnesota Duluth, Blake Biondi a rentré dans le portail des transferts dans la NCAA, donc va compléter son stage universitaire du côté de Notre Dame. Donc c'est ça, il change d'université. Moi, je ne m'attends pas à ce que le CH le signe. Niveau offensif puis niveau patin, il n'y a aucune progression. Fait que c'est ça, je pense vraiment pas là, qu'on va le voir dans l'organisation. Donc, je vais closer le bilan des espoirs du CH avec Jacob Fowler. Saison très satisfaisante pour le gardien de but des Canadiens, repêché en 3e ronde. Jacob Fowler a offert un rendement et un style de jeu très similaire à l'an dernier. C'est un gardien que, tout comme dans la USHL, a été en mesure de donner du momentum à son équipe de par sa gestion des rebonds, le fait qu'il est capable de maîtriser la rondelle rapidement devant lui. Malheureusement, sa saison s'est terminée dans la défaite en finale du Frozen Four. C'est des choses qui arrivent là, à un moment donné quand tu affrontes la meilleure équipe au pays. Une équipe qui est expérimentée aussi. Parce que Boston College n'était pas nécessairement la formation la plus expérimentée. Peut-être, oui, au niveau du talent, l'était plus, mais veut pas l'expérience. Des fois, ça parle beaucoup. Mais c'est ça, somme toute. Jacob Fowler, très bonne première campagne dans la NCAA. Encore là, est-ce qu'il est prêt pour la Ligue américaine? C'est difficile à prédire pour un gardien de but parce que la progression est très lente du côté des gardiens. Puis, c'est un peu comme on parlait dans le segment avec Simon, quand on disait que TJ Ginla, Lane Hudson, c'est des profils qui vont rester sensiblement les mêmes, mais qu'on va vouloir voir évoluer à travers les ligues puis à travers la graduation vers le hockey professionnel. Mais Jacob Fowler, c'est un peu ça. J'ai l'impression que ça va toujours être le même genre de gardien de but. Il va offrir le même genre de rendement général sur la patinoire. Ça va être de voir est-ce qu'il est capable de transposer ses performances dans les différentes ligues. Là, on le sait que dans NCAA, c'est réussi. Même si je me garde une petite gêne par rapport à son rendement, parce qu'il ne faut pas oublier que Jacob Fowler a toujours eu des gros clubs devant lui. Puis j'enlève rien à son rendement cette saison. Mais Jacob Fowler en USHL avait la meilleure formation devant lui. Boston College avait une formation très élite en offensive, en contrôle de rondelle. Fait que c'était pas rare de voir Fowler recevoir une vingtaine de lancers tout au plus. Fait que c'est ça, c'est un contexte qui est différent de, exemple, Jakub Dobish, qui n'a jamais vraiment eu de grosse formation devant lui, qui a toujours fallu qu'il traîne le club sur ses épaules. Dans le cas de Fowler, c'est pas le cas. Fait qu'il a toujours eu une grosse formation devant lui. Fait que, est-ce que sa transition dans la Ligue américaine vers le Rocket de Laval va être plus difficile parce qu'il va arriver dans un système un peu décousu. Enfin, pas un système décousu, mais la Ligue en soi offre un système décousu. Laval, à ce moment-là, auront peut-être pas les meilleurs espoirs de l'organisation parce qu'ils vont avoir gradué en haut. Fait que ça va être à surveiller dans le cas de Fowler, qui va revenir NCAA l'année prochaine.
qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il reste encore 2 ans dans la NCAA, on ne le sait pas. C'est sûr que considérant que Gabe Perreault, là, Carter Gauthier a signé, mais Will Smith, ça se peut qu'il signe aussi. S'il y a une vague de départ puis que Fowler n'a pas l'impression que son club peut aspirer à une autre finale au Frozen Four, ben peut-être qu'on pourra dire que Fowler va rester une saison seulement dans la NCAA pour embarquer chez les professionnels dès la fin de la prochaine saison. Ça pourrait être une hypothèse, mais j'ai pas d'informations par rapport à ça. Mais somme toute, on peut être très satisfait de Jacob Fowler cette saison du côté de la NCAA. Puis j'en viens à la dernière question, dernier petit point que je voulais jaser dans le podcast pour aujourd'hui. Puis c'est un point qu'on va ramener avec Pascal quand il va être sur le podcast. Là. Aujourd'hui, il ne pouvait pas être là, mais c'est un point qu'on va ramener quand on va parler de l'alignement potentiel du Canadien pour la saison 2024-2025. À quoi va ressembler la défensive des Canadiens en 2024-2025? Parce que là, on a Lane Hudson qui vient de graduer vers le hockey professionnel. Tu as Logan Mailloux qui a connu une saison dans la Ligue américaine tout simplement, je dirais pas phénoménale parce que reste que c'est dans un certain sens, il y a eu une excellente saison, mais il n'a pas tout pété dans la Ligue américaine, puis c'est pas le meilleur défenseur de la Ligue, là. Mais très, très, très satisfaisante progression pour Logan Mailloux cette saison. Par la suite, on a David Reinbacher qui s'est amené en fin de saison dans l'organisation. Là, tu as Justin Barron qui a été rétrogradé dans la Ligue américaine. Ça en fait beaucoup du côté de la défensive. Tu as Jaden Struble qui est là, qui a grindé toute la saison pour montrer qu'il peut jouer dans la Ligue nationale. Tu as un Jordan Harris qu'on ne sait pas trop sur quelle chaise on s'enligne pour l'instant. À quoi va ressembler la défensive du Canadien en 2024-2025? Moi, personnellement, je pense que Lane Hudson pourrait commencer dans la Ligue américaine, mais je comprendrais parfaitement qu'il commence dans la Ligue nationale. Je pense même que l'organisation va l'envoyer dans la Ligue nationale pour potentiellement le faire jouer avec un défenseur à la Caden Goulet ou ce serait le fun de voir une paire David Reinbacher puis Lane Hudson dans la Ligue nationale, mais je pense pas que ça arrive. Je pense que Reinbacher pourrait commencer la saison à Laval, mais ne la terminera pas. Il a montré des belles choses, David Reinbacher, du côté de Laval, notamment par sa couverture des gaps. C'est quelque chose que JF Hull nous a beaucoup parlé dans le bilan concernant Reinbacher. C'est à quel point il couvre la glace, à quel point il ferme les allées, les trajectoires offensives adverses. Il couvre beaucoup d'espace avec son bâton, avec sa mobilité. Fait que c'est vraiment quelque chose, dans le cas de Reinbacher, qui est intéressant. Mais est-ce que c'est suffisant pour le faire débuter avec les Canadiens? Je pense pas qu'on va le renvoyer à Laval l'année prochaine pour des raisons de hockey. Je pense qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale. Je pense qu'on va quand même le protéger un petit peu, Reinbacher, avant son arrivée à Laval, à Montréal. Puis je vous passe un extrait, puis je vais y revenir après. Vous allez voir où je veux en venir par rapport à ça. Je vous passe l'extrait d'une entrevue de David Reinbacher lors du bilan du Rocket de Laval. Crazy here. Montreal is a crazy hockey city, and the fans, yeah, they're the best here. They cheer for every player, and they keep us on the heels. Do you think you'll be able to get used to that, just because it's so different from your reality back home? And I think your dad mentioned at one point that just getting recognized is not your favorite thing. Do you think you'll be able to get used to that? Yeah, for sure. One day. But yeah. Not today. It's a good comparison, like to go home and get the mind off. Like you get not recognized. You're like, yeah, you can go out and just be you, be yourself, and have fun with your friends and do whatever you want. And here it's for sure a little bit different, but yeah, that's the other side of being a pro here, and you always got to show your best side. What's the best restaurant in Laval?
Donc, vous aurez entendu les commentaires de David Reinbacher. C'était une portion de son entrevue. Je vous ai malheureusement coupé la fin là où j'allais dire collègue, mais Stéphane Leroux qui demandait quel est le meilleur restaurant à Laval. Je vous ai épargné cette réponse-là. De ce qu'on comprend dans la question qui a été posée à David Reinbacher, comment il voit son arrivée à Montréal, souligne que les partisans, c'est les meilleurs. Les partisans de Montréal aiment le hockey. Il y a eu beaucoup de questions à David Reinbacher sur l'ambiance à Montréal. Il trouvait que ici, les gens mangent du hockey et tout. Et puis c'est Arpon Bassou qui a demandé est-ce que tu vas t'habituer à cette situation-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens que ton arrivée à Montréal, ça va peut-être être différent parce que selon le père de David Reinbacher, c'est se faire reconnaître dans la rue puis être un peu considéré comme une vedette à Montréal, c'est pas quelque chose qui plaît nécessairement à David Reinbacher. Puis sa réponse a été de dire ben oui, assurément, for sure, un jour, dans le sens que un jour, je vais être en mesure de m'habituer à ça. Et en ligne, par la suite, une réponse mentionnant que cet été, il va retourner chez lui, que ça va faire du bien quand même de retourner chez lui, de ne pas être reconnu, de pouvoir être lui à nouveau, de pouvoir un peu faire ce qu'il veut sans nécessairement être un centre d'attention. Quand David Reinbacher a mentionné ça, je me disais que peut-être le marché de Montréal n'était pas fait pour lui. Puis je me suis trouvé un petit peu sévère parce que ça reste un joueur très jeune, beaucoup de maturité à acquérir. On voit clairement que d'être le centre d'attention, c'est pas quelque chose qui intérieurement lui plaît nécessairement. Tu sais, David Reinbacher, c'est un gars qui semble très calme, très posé. Mais tu sais, en entrevue devant les médias, va constamment utiliser les mêmes réponses. Je sais que pendant l'entrevue au bilan, s'est fait poser des questions sur qu'est-ce qu'il allait avoir à améliorer cet été au niveau de sa progression. Puis les réponses, c'était beaucoup de choses à corriger. On a encore des meetings à faire, mais je vais travailler sur plusieurs choses là, cet été. Fait que tu voyais qu'il ne voulait pas se compromettre. Puis c'est correct aussi. Moi, personnellement, je me prétends pas comme journaliste, mais j'ai aucun problème à ce qu'un jeune ne veuille pas se compromettre dans des questions. C'est tout à fait normal. Mais j'ai peur que ça crée un petit peu des différends une fois qu'il va être à Montréal. Puis j'ai l'impression que l'organisation va vouloir le protéger de ça. À Laval, là, il se fait pas barouetter par les médias, pas pantoute. Là. Fait que c'est ça. J'ai comme une petite impression qu'on va prendre notre temps avec David Reinbacher, le laisser arriver. Parce que niveau hockey, je pense qu'il pourrait tenir son bout dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il est prêt à jouer 82 matchs, à avoir un rôle, puis à être efficace, puis que sa progression se maintienne dans la Ligue nationale? Je ne suis pas tout à fait convaincu. Fait que je pense qu'on va vraiment plus le protéger en l'envoyant à Laval l'année prochaine, plutôt que de l'envoyer directement dans le zoo de la Ligue nationale. Une situation que, clairement, Juraj Slafkovský, ça ne le dérangeait pas. Lui. Tu le voyais, il est capable d'endosser cette pression-là, il s'en nourrit, puis ça n'a pas l'air de le stresser pantoute. J'ai l'impression que Reinbacher, c'est pas vraiment dans le même profil là, présentement. Là. Fait que, donc, c'est ça. Je pense pas que David Reinbacher va commencer l'année à Montréal l'année prochaine. Lane Hutson, je serais prêt à l'accepter qui commence à Montréal. Dans les commentaires, on avait un guess à l'effet que Justin Barron serait échangé. Moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je pense même pas que Justin Barron va commencer la saison à Montréal ni à Laval. Je pense qu'il va être échangé. Puis il faudrait le faire le temps qu'il y a encore une valeur. J'ai pas nécessairement aimé sa progression cette année. J'ai pas haï son jeu à Laval, mais il est mid. Justin Barron, il est quand même mid comme défenseur. Puis avec tous les défenseurs qui arrivent, avec la progression à Jayden Struble,
Là, tu vas avoir Adam Engstrom qui va peut-être se joindre à l'équation l'année prochaine. Tu as un Lane Hudson qui est super offensif. Clairement, il n'y a plus de place sur l'avantage numérique. Là. Si tu as un Mike Matheson, un Lane Hudson, puis si tu veux donner du temps aussi en avantage numérique à Caden Goulet, à un moment donné, Justin Barron, il n'y a plus de place pour lui. T'sais. Fait que j'ai l'impression qu'il va être échangé. Là, fait que je pense pas non plus qu'on le voit avec le CH l'année prochaine. Donc là, on se retrouve avec Caden Goulet, avec possiblement Lane Hudson, David Savard, Mike Matheson. Je pense que Jaden Struble a gagné son poste pour l'année prochaine. Je pense qu'il va revenir sur une troisième paire avec Arbor Xhekaj. Moi, je le dis depuis le début de la saison. Moi, je pense que ces deux-là sur une troisième paire, ça fit. Parce que Jaden Struble a joué autant à droite qu'à gauche. Il est capable de jouer des deux côtés. Fait que d'avoir une présence physique en Struble et en Xhekaj, mais que Struble est plus mobile puis prend parfois des meilleures décisions qu'Arbor Xhekaj, je pense que les deux pourraient progresser ensemble, honnêtement. Fait que une troisième paire, là, Struble et Xhekaj, moi je suis totalement all-in pour ça. Fait que c'est ça. C'est ma composition de ma défensive serait comme ça. Maintenant, est-ce que Logan Mailloux va commencer dans la Ligue nationale l'année prochaine? Je pense qu'il mériterait, honnêtement. Je sais juste pas où on pourrait l'insérer. Là, tu ne veux pas nécessairement amener un jeune comme 7e défenseur. Est-ce que un gars comme David Savard accepterait d'être 7e défenseur? Parce que là, tu as Jordan Harris aussi qui est dans l'équation. Harris, moi, je pense que sur le marché des échanges, ça n'a pas nécessairement de valeur. Fait que, il va pas mal rester ici. Fait que, à moins d'une transaction, j'ai de la misère à voir Logan Mailloux commencer à Montréal. Puis, certains disaient ouais, Logan Mailloux, niveau maturité, c'est pas fort de toute façon. Il y a eu plusieurs rumeurs là, comme quoi qu'il arrivait en retard à des pratiques. Puis, les rumeurs étaient fondées. Là, JF Hull en a parlé dans un point de presse devant les médias en début de saison. Là. Fait que c'était pas un breaking news, puis c'était pas une information privilégiée qui est sortie. Là. C'était déjà connu de sa part. Puis je veux quand même boucler la boucle. Je m'étais dit que cet extrait-là ne devrait pas nécessairement sortir, mais je me disais que tant qu'à parler de Logan Mailloux pour la défensive du CH l'année prochaine, j'aime mieux boucler la boucle pour vraiment donner le topo sur ce qui s'est passé à Laval cette année. Fait que je vous fais entendre les commentaires de Toby Bisson lors du bilan du Rocket de Laval. Du point de vue de grand frère, en quelque sorte, là, de gars avec Logan Mailloux et avec Ryan Backer, comment tu as trouvé, sûr que Ryan Backer était là moins longtemps, mais comment tu as trouvé la progression des joueurs? On a entendu sur la glace avec la question à Chris, mais en dehors, leur arrivée chez les professionnels et tout, du côté de Mailloux et Ryan Je dirais Backer. une grosse amélioration, les gars. Au début de l'année, on a donné beaucoup de fines pour les gars qui arrivent en retard ou trop tard dans la pratique, les jeunes, justement Logan, puis je pense qu'ils ont montré beaucoup de maturité comme avec l'année qui a passé. Les gars prenaient soin de leur corps, ils faisaient attention, puis ils arrivaient super tôt le matin. Tu vois que les gars sont là pour jouer, puis ils sont vraiment sérieux. Fait que, je pense que pour une organisation, tu peux pas demander de plus jeune. Vous aurez compris, selon les commentaires de Toby Bisson, qu'il y a quelques amendes qui se sont données effectivement pour des retards, pour des pratiques. Puis tu sais, je vois le commentaire à Guillaume Villeneuve, que c'est le fun d'avoir des réponses honnêtes comme ça. Toby Bisson, s'il y a bien un joueur qui a donné des réponses honnêtes toute la saison, c'est bien lui. Donc, salutations à son honnêteté. J'aime les commentaires parce que oui, ça met le doigt sur quelque chose qui était présent chez certains jeunes du Rocket de Laval en début de saison. Mais j'aime beaucoup la nuance qui est apportée au niveau de la progression puis de la maturité par rapport à ça.
vous l'avez entendu, Toby explique que les jeunes, ils faisaient très attention à leur corps, qu'ils étaient présents de bonne heure, puis que c'était très bon pour l'organisation d'avoir des jeunes comme ça. Fait que je pense que dans toute la progression sur la glace qu'on a vue de Logan Mailloux, sa progression hors glace aussi a été marquée. Fait que je pense que ce serait quand même intéressant de l'amener à Montréal l'année prochaine. Maintenant, la logistique étant compliquée, s'il n'y a pas de transaction pendant l'été impliquant un défenseur, puis même si Justin Barron est échangé, ça ouvre pas de porte nécessairement à Mailloux à Montréal. Fait que il faudrait quasiment que Mike Matheson parte. Mais là, tu amoches un petit peu ta brigade défensive parce que en perdant Matheson, tu vas en demander plus à un Hudson sur le power play. Tu vas en demander plus à Goulet au niveau de l'avantage numérique aussi. Tu vas peut-être en demander plus à des gars comme Jaden Struble puis en Jacky qui a eu des opérations aux épaules. Fait que je pense pas que c'est une avenue que je prendrais, moi, d'échanger Mike Matheson pour le simple fait qu'il a rendu des bons services cette année, mais aussi que en l'échangeant, tu vas en demander plus à des joueurs que dans leur progression, ce serait peut-être pas bénéfique d'en demander plus. Si tu échanges Matheson, ben, il va falloir que tu envoies Logan Mailloux sur ton deuxième avantage numérique dans la Ligue nationale. Puis il serait capable de le faire, mais est-ce que dans sa progression, il est rendu à avoir immédiatement toutes ces responsabilités-là? Moi, je pense pas. Fait que je pense que ça va être vraiment... moi, personnellement, j'enverrais Hudson dans la Ligue américaine, puis je garderais Logan Mailloux dans la Ligue nationale. Mais comme j'ai souvent dit, moi j'envoyais Cole Caulfield dans la Ligue américaine, mais j'envoyais Slavkovski dans la Ligue américaine. Fait qu'il ne faut pas trop se fier à mon jugement par rapport à ça. Moi j'évalue les joueurs, puis après ça, les décisions organisationnelles, je laisse ça dans les mains de l'organisation. Mais tant qu'à avoir un des joueurs, je pense que Hudson pourrait faire un tour dans la Ligue américaine, puis Mailloux pourrait sauter dans la Ligue nationale immédiatement. Je termine avec une petite question. Guillaume Villeneuve qui nous demande encore une fois est-ce que ça m'inquiète les opérations d'Arbor Jacky, puis est-ce que je l'échange? C'est une bonne question parce que on voit un peu là, les prix que ça pourrait donner pour Arbor Jacky, un choix de première ronde. Puis moi, je suis sceptique quand même. Là. Je trouve que oui, il y a l'aspect physique, mais si tu es un nothing more than un Radko Gudas, moi, je ne donnerais pas un choix de première ronde pour Radko Gudas. On l'a vu cette année. Là. Arbor Jacky était limité dans son jeu sans la rondelle, dans sa prise de décision. Il y a des habiletés individuelles, mais son rendement sur la patinoire, on dirait qu'il n'est pas en mesure de maximiser ses habiletés individuelles dans la Ligue nationale. C'est pour ça qu'il a été envoyé dans la Ligue américaine. Puis dans la Ligue américaine, il faisait le boulot. Ça allait bien. Fait que c'est ça. Moi, personnellement, je ne l'échange pas tant qu'il ne te coûte pas cher. C'est un profil que tu veux garder et tout. Mais est-ce que je suis inquiet pour ses opérations aux épaules? Il a joué probablement blessé pendant une bonne partie de la saison. Puis on a senti quand il est arrivé à Laval qu'il n'était pas vraiment le même. Puis on a beaucoup accusé JF Hull, on a accusé Martin Saint-Louis aussi d'avoir retiré l'étiquette d'homme fort puis de défenseur qui frappe tout ce qui bouge en Arbor Jacky en lui demandant de jouer au hockey. Mais je pense que vraiment, c'était peut-être une façon de le protéger, si on veut, parce que là, ses épaules étaient peut-être finies. Là. Pas finies, mais ça prenait une opération. Fait que non, je ne suis pas inquiet des opérations en soi. Mais je pense que de plus en plus, on s'en va vers un plafond de potentiel qu'on prévoyait pour lui, mais un plafond de potentiel peut-être inatteignable. Je parlais de Radko Gudas, mais Radko Gudas, tu le veux dans ton équipe sur ta troisième paire, puis moi, je ne paierais pas un choix de première ronde pour lui. Fait que c'est ça. Puis un défenseur de ce profil-là, on n'en a pas tellement.
Tu as Jaden Struble qui est capable d'être physique. Je pense que Struble est un petit peu meilleur, grosso modo, que Jacky, un potentiel plus élevé. Mais non, pour l'instant, là, tu sais, s'il vaut un choix de première ronde au repêchage, puis quelqu'un m'offre un choix de première ronde, sachant qu'il était opéré aux épaules, sachant qu'il a montré peut-être une limitation dans son potentiel cette année, quelqu'un m'offre un choix de première ronde avec un espoir, j'y penserais, puis peut-être même que je le ferais. Mais si j'ai pas cette offre-là, pour échanger contre un choix de troisième ronde, je le ferais pas. Là, rendu là, je le garderai. Là. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la défensive du CH en 2024-2025. On aura l'occasion d'en reparler avec Pascal pour la projection de nos alignements pour la prochaine saison du côté des Canadiens. Comme je mentionnais en début d'épisode, loterie du repêchage et repêchage de la Ligue nationale, on sera en direct sur Facebook, Twitter et YouTube également. Sur les 3 chaînes disponibles à tous, pas juste aux membres Patreon. Pour les membres Patreon, ce qu'on vous garde en contenu exclusif, ce sera nos vidéos finales de liste. Donc, la liste finale de Pascal, ma liste finale, puis la liste de Seb probablement vont être disponibles en version vidéo. On va essayer de le faire en live aussi pour vous présenter individuellement nos listes. Donc, on a plusieurs podcasts de listes qui vont sortir. Ce ne sera pas un podcast de 5 heures. Ça va être individuellement. On va vous présenter nos listes de fin de saison. Simon Servant va le faire aussi du côté de sa chaîne YouTube. Fait que si vous voulez vous abonner, il y a des vidéos d'observation aussi qui sortent sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir ça. Sa liste finale va être là-dessus. Pour la liste finale de Saint-Lô, Simon Saint-Lô, ça va être disponible dans le guide. Puis vous pouvez aller aussi voir sa chaîne. Là, il partage lui aussi des vidéos d'observation en temps réel pour des prospects. Donc, c'est ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. Je vous rappelle que le guide, si vous avez un forfait élite sur le Patreon, vous aurez droit à une version deluxe du guide, ce qui implique qu'il va y avoir toute une section sur les espoirs du Canadien également, puis il va y avoir les classements des meilleurs espoirs du CH à Pascal et moi qui vont figurer là-dedans. Donc voilà, merci beaucoup d'être au rendez-vous. Merci de partager, merci de laisser des commentaires. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, on va y répondre. Puis je suis curieux, si vous avez écouté jusqu'à la fin de ce podcast-là, nouvelle franchise dans la Ligue nationale, Utah, qui rentre à la place des Coyotes de l'Arizona. Quel nom vous voyez pour la franchise de Utah? Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, commentez sur YouTube quel nom vous aimeriez voir pour le Blizzard de Utah. Faites-nous part de vos suggestions aussi dans les commentaires. On va y répondre sans problème. Donc merci à tous, puis on se revoit dans un prochain épisode.